C'est parce que pendant des années, on a eu peur d'être ce qu'on est, on a eu peur on a avancé masqué malgré nous, mais c'est pas grave d'être ce qu'on est. Ce qu'on est, c'est juste des Français qui ont une double culture, et ça nous va très bien. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Un pavé dans la mare. Aujourd'hui, je reçois Malik Amal. Malik est l'auteur d'un ouvrage, L'Arabe français, le vertige du rejet, que je vous montre tout de suite. Le voici, que je mettrai aussi en incrustation de cette vidéo. Avec Malik et à travers son livre, on va plonger au cœur d'une réflexion intime sur l'identité, l'appartenance, le rejet et quelques problématiques qu'il pose dans son livre. Malik, bienvenue dans Un pavé dans la mare. Merci Jamal de m'inviter, c'est très sympa et je suis très content d'être là. Je suis également ravi de t'avoir comme invité. Alors Malik, ce livre, c'est un cri, c'est une colère, une quête, un besoin de dire « je suis là, je suis français, la France c'est chez moi, je suis entier avec mes différentes appartenances et ma richesse culturelle, et c'est ce qui fait que je suis complexe et j'ai le droit de l'être. » Exactement. Bon, t'aurais pu écrire ce livre. Alors, mais juste pour commencer, et avant d'aborder toutes ces problématiques que tu poses, que tu exposes dans ce livre, peux-tu te présenter en quelques mots? Comme tu l'as dit, du coup, je suis Malik Amal, je suis auteur d'ouvrages, notamment d'essais. Je suis ingénieur de formation, c'est d'ailleurs le métier que j'exerce, plutôt dans le digital. Je suis parisien depuis 20 ans. J'ai grandi à Cambrai, dans le nord de la France. Je suis papa d'une petite fille depuis très peu. Et voilà, et je m'intéresse de plus en plus à la société avec une réflexion sociologique, et on peut pas s'empêcher de s'intéresser à ce qui se passe au niveau politique quand on s'intéresse à la sociologie en France. On va aborder tous ces thèmes-là ensemble. Toi, tu es né, donc comme tu l'as dit, tu es né et tu as grandi en France, donc logiquement la France c'est chez toi. Oui. Et pourtant, on te rappelle que tu es une altérité, une étrangeté, et voire même on te fait sentir que la France n'est pas chez toi. C'est exact ce que tu dis. Moi j'ai fait le deuil, c'est un peu ce que j'explique dans mon livre, j'ai fait le deuil depuis très longtemps de l'explication, et j'ai fait le deuil du fait que on doit toujours systématiquement expliquer qu'on est français. Ça, c'est fini. J'en ai fait le deuil. J'essaie plus de l'expliquer. J'essaie plus de convaincre. Pour moi, c'est complètement ancré, c'est accepté. Et ce qui était fatigant, effectivement, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps à essayer de l'expliquer. Et ça consomme beaucoup d'énergie. Et le problème avec le fait que vous essayez d'expliquer aux autres quelque chose, c'est que vous perdez du temps. Vous perdez du temps à essayer de convaincre sur des choses évidentes et qui sont naturellement là. Mmh. Et en fait, pendant que vous expliquez, vous êtes inactif. Donc c'est un double piège, puisque vous êtes sur la défensive et en même temps, vous êtes inactif, c'est-à-dire que vous vous organisez pas, vous pensez pas à votre avenir, vous n'êtes pas serein pour aller de l'avant. Et c'est ça le piège de l'injonction de l'intégration. Mmh. Alors on va explorer tout ça en profondeur, mais en même temps, comme je disais, tu es français, la France est chez toi, et tu es aussi tunisien. Tu es aussi tunisien par l'éducation que tu as reçue, par la transmission culturelle dont tes parents t'ont légué. Et de ce fait, la Tunisie est intrinsèquement en toi, c'est un battement de cœur. Et du coup, ces deux pays font partie de toi, font partie de ton histoire. Mais à la lecture de ton livre, on te sent tiraillé entre les deux appartenances. Tu écris, on est contraint de rester d'un côté du pont, sans jamais pouvoir profiter pleinement de notre double appartenance. Cette schizophrénie, je la vis au quotidien. Est-ce que tu es d'accord avec moi que quand je parle de tiraillement, ou est-ce que c'est plutôt la résultante de ce que l'on te renvoie? C'est hyper intéressant comme question, parce que la schizophrénie, je pense pas qu'on est avec. C'est quelque chose qui est produit par la société, puisque on est une des seules, on va dire, ethnies, groupes socio-démographiques, on va dire,
à qui on reproche les doubles nationalités et les doubles cultures. Dire qu'on va jamais reprocher à un Américain d'être franco-américain, un Portugais d'être franco-portugais, etc. C'est vraiment un marqueur fort de la société française de reprocher aux arabo-musulmans d'avoir une double culture, une double appartenance. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai jamais ressenti un problème par rapport à cette double culture. C'est-à-dire que c'est plutôt la société qui m'a fait ressentir que ça pouvait être un problème. Vous voyez, c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire que on vous pose un problème alors que vous ne l'avez pas défini en tant que tel. Il y a aussi quelque chose qui est un peu ambigu, c'est que nos parents nous ont pas forcément transmis cette double culture. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes allés la chercher. Quelque part. En tout cas, c'était le cas pour moi. C'est-à-dire que peut-être que pour d'autres familles, cette culture arabo-musulmane, c'est-à-dire la culture religieuse, mais aussi la culture culturelle du pays est transmise. Est transmise dans le mode de vie, avec les parents, etc. Alors que mes parents à moi, ils avaient des marqueurs forts comme étant des Arabes tunisiens, mais par contre, ils ne nous l'ont pas forcément transmise comme étant un mode de vie qu'il fallait absolument, dans lequel il fallait absolument évoluer. Ils nous ont laissé, si tu veux, nous imprégner des normes de la société française, aller nous emparer des codes républicains de l'école, etc. Mais quelque part, c'était pas suffisant pour nous parce que comme il y avait toujours cette injonction de vous êtes pas français, vous êtes des Français de papier, etc. Il a fallu quelque part qu'on fasse cette recherche introspective pour savoir d'où on venait, qui on était, quelles étaient nos cultures supposées, etc., etc. Et en réalité, quand on est jeune, on n'est pas capable de faire ce travail tout seul de manière solide. C'est avec l'âge qu'on commence, avec la maturité, avec la sagesse qu'on commence à faire de vraies recherches, qu'on commence à avoir aussi ce besoin qui est ancré en nous, à essayer de voir où sont enracinées ces origines. Et donc, plus ça évolue, et plus l'on vieillit, et plus on a ce besoin d'aller diper, d'aller rechercher d'où l'on vient, et pourquoi on est ici, et ce qui a fait de nous, en fait, des Arabes français. Tu n'es pas tiraillé personnellement entre ces deux cultures. Tu dis que toi, c'est plutôt le ressenti qui fait que tu es plutôt entre deux mondes. Par contre, dans ton livre, tu dis ne pas te sentir à ta place en France, d'où la schizophrénie. Et tu as le sentiment d'être un étranger dans le pays où tu as grandi. Et tu écris « Je reste l'intrus que l'on tolère, mais sous conditions ». Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi, se sentir à sa place en France? Je pense me sentir à ma place en France, mais la manière dont je l'écris dans le livre, c'est plutôt la réflexion d'un personnage qui prend compte du regard des autres. Introspectivement, je me sens complètement à ma place, mais si je devais tenir compte du regard qu'a la société, les discours politiques, etc., mais même dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire au travail, avec tous ces problèmes d'évolution, de promotion, de recrutement, je serais forcé de dire que on nous demande systématiquement de tenir une posture, de choisir une posture. Et en fait, ça rejoint du coup ta deuxième question, qui est on est forcé effectivement de tenir une posture et de choisir une position, un peu si tu es familiarisé avec la mécanique quantique et les particules des molécules, c'est que on est sous observation. À partir du moment où tu observes une molécule en particules quantiques, elle est forcée de tenir une position sous l'œil de l'observateur. Nous, on est un peu des particules au niveau quantique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sous observation, on nous demande je sais pas moi, de participer à des examens d'État, d'être dans un processus de recrutement dans une entreprise, de participer à la vie politique, même d'être invité dans une émission pour parler de soi, de son métier, etc. On nous demande de respecter certains codes.
C'est un code, c'est-à-dire de réfréner sa culture, de ne pas être trop fier de sa culture et d'être plus républicain qu'un républicain. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire du tout. Ça veut absolument rien dire. Et donc, cette schizophrénie, elle vient de là aussi. C'est l'injonction d'être français, on ne sait pas ce que c'est. On nous demande de respecter des codes sans qu'on nous les définisse. Et c'est à nous d'essayer de porter des costumes qui ne nous vont pas. C'est quoi être français, en fait? Alors justement, on sent une frustration, notamment dans l'injonction de justifier ton appartenance à la France. Néanmoins, toi, tu te définis comme quelqu'un qui s'affirme, qui proteste, qui dit non, qui dénonce, qui n'attend pas qu'on le définisse et qui n'attend pas, surtout, qu'on lui dise comment être français. Est-ce que c'est important pour toi de prendre ou de reprendre le dessus, le pouvoir sur ton récit? Yes, c'est exactement ça. Et l'écriture de cet essai, c'est la preuve, c'est le Graal en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, dire non, c'est parler librement, sans code, sans règles et sans qu'on nous dise quoi dire. C'est parce que pendant des années, on a eu peur d'être ce qu'on est, on a eu peur on a avancé masqué malgré nous, mais c'est pas grave d'être ce qu'on est. Ce qu'on est, c'est juste des Français qui ont une double culture et ça nous va très bien. On ressent, notamment de la part des enfants d'immigrés qui ont des diplômes, qui ont passé des études, qui ont grandi dans l'école de la République et qui ont vu leurs parents souffrir de ce rejet, plus que nous en souffrons aujourd'hui. On assiste à une forme de rébellion spirituelle où on ne veut pas de ce schéma, on ne veut plus de ce schéma. Et c'est vrai que nous, les trentenaires, quarantenaires, etc., on est la vague qui arrive après celle de nos parents, mais en réalité, la jeunesse, notamment ceux qui sont sur les réseaux, qui ont même pas connu ce que nous avons connu, c'est-à-dire ils ont même pas observé leurs grands-parents souffrir. Eux, ils sont encore plus énervés parce que du coup, ils ont pas cette partie de l'histoire et ils comprennent pas pourquoi on leur refuse leur part dans la société. Tu as parlé de tes parents, des parents, de la première génération, tu as parlé des enfants, on va d'abord revenir sur les parents. Toi, clairement, tu te positionnes en contraste de ton père avec qui lui avait une manière plus discrète de faire face au sentiment d'être en marge. Tu écris « Mon père, que Dieu garde son âme, avait cette façon d'observer la France comme s'il attendait depuis l'extérieur qu'on l'invite à entrer dans cette maison. » À travers ton père, c'est toute une génération d'immigrés, la première, qui est concernée. Et nous, qui sommes leurs enfants, qui sommes nés en France, est-ce que nous, on est invités? Oui. On est complètement invité à participer à la société, mais on n'est pas invité par tous les acteurs de la société. Est-ce qu'on est invité à s'asseoir à table? On est invité à s'asseoir à table, mais pas par tous les acteurs de la société. J'ai une anecdote dans le livre qui contredit, et j'en ai plusieurs, qui contredisent l'idée que tous les Français seraient racistes. Non. Donc, c'est sûr que c'est facile. Heureusement que non. Heureusement, mais le problème avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est une idée qui pourrait émerger, qui pourrait peut-être gagner en puissance, mais moi je le répète, c'est pas du tout le cas. Non. Et la plus forte résistance au racisme aujourd'hui, elle ne vient pas des communautés arabo-musulmanes, elle vient des Français qu'on peut appeler les Français de souche, même si c'est une expression que je n'aime pas, mais... On est tous de souche. Hein. On est tous de souche quelque chose. On est tous de souche, mais moi, par exemple, les personnes qui m'ont donné le plus de chance pour améliorer ma vie, ce sont des Français. Je me souviens d'une personne qui s'appelle Lilian, et quand je suis sorti de l'école, j'avais pas d'expérience, j'étais le plus mauvais candidat sur un CV, sur un référentiel, j'étais le plus mauvais candidat pour intégrer des postes à responsabilité. Je me souviens que Lilian, qui était responsable dans une boîte de voyage, je crois, il m'avait donné ma chance parce que il avait vu en moi une motivation qu'il n'avait pas vue chez les autres, malgré
mon manque d'expertise, de diplôme, etc. Et ça, c'est des choses dans l'expérience qui sont émouvantes et touchantes et qui contredisent complètement le discours où la France rejette les immigrés. Donc, on a toujours une place pour participer au combat, mais même à l'organisation de la société. Par contre, c'est sûr que dans un système qui est contrôlé par des politiques, c'est de plus en plus dur lorsque tu vas vouloir prendre des places qui comptent et qui sont importantes, c'est-à-dire des places dans le système. C'est compliqué de trouver sa place dans l'élite. Il y a une façon de trouver sa place dans l'élite, c'est d'en fabriquer. Donc c'est à nous, communauté, de fabriquer des élites. Et d'ailleurs, c'est ce que redoute le système. D'ailleurs, si tu vois les présidents de région qui sont notamment tenus par les LR et par la droite, essaient systématiquement de fermer les écoles musulmanes parce qu'elles ont une peur bleue, c'est que ces écoles créent des élites. Parce que si elles créent des élites, en fait, les musulmans en France vont prouver à tout le monde qu'ils savent s'organiser et ils savent contribuer. Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable pour ces gens. On n'a pas besoin d'écoles musulmanes pour créer des élites. Pour fabriquer des élites, on a des élites qui ont fait des écoles prestigieuses en France. Oui, mais sauf que l'école musulmane, elle crée quelque chose que ne crée aucune autre école. Elle pratique la discrimination zéro. Si tu es dans une école de la République, par exemple, tu as logiquement et statistiquement moins de chances, si tu es un arabo-musulman et un arabo-musulman déclaré, d'arriver à obtenir des bonnes places, à obtenir des diplômes, alors que si tu crées tout un écosystème à partir de l'école jusqu'à l'entreprise où c'est plus grave d'être musulman, tu abordes la vie différemment puisque ta religion n'est plus un problème. Tu abordes un sujet important. Tu penses qu'on est freiné dans notre évolution en France pour réussir du fait qu'on est considéré comme étranger? Bien entendu, et c'est quelque chose que je décris dans mon livre. Par exemple, les conseillers d'orientation vont diriger, par des biais conscients ou inconscients, tous les enfants d'immigrés vers des métiers manuels. En voie de garage. En voie de garage. Je ne les appelais pas comme ça, mais en voie de garage. Donc, il faut savoir que les conseillers d'orientation, encore une fois, je ne dis pas que c'est un système organisé. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que par des biais conscients ou inconscients, on est perçu comme des exécutants et non pas comme des décideurs, des personnes qui réfléchissent et des personnes qui vont manager. Parce que c'est pas le fait d'être le reflet de nos parents? Bien sûr. Bien sûr. Quand vous avez des parents qui sont ouvriers, on vous voit comme des ouvriers. C'est ce qu'on appelle l'héritage du capital culturel et social qui est décrit par des sociologues comme Bourdieu ou Bourdon. Moi, je l'ai vécu. Donc, ce que tu dis, j'ai vécu en réel. Mais est-ce que c'est pas du passé? Est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'est plus présent? Parce que, effectivement, on est le reflet, on peut être le reflet de nos parents, être vu comme des personnes exécutantes, donc qui réalisent des métiers manuels, et maintenant, nos enfants sont le reflet de nous, qui avons réussi. Je te donne un exemple. Dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, à chaque fois que j'ai ouvert l'organigramme, j'ai essayé de chercher des personnes qui me ressemblaient dans les premiers, deuxième et troisième niveaux. J'en ai jamais vu. Et pourtant, ces entreprises parlaient constamment d'inclusion et de diversité. Et j'ai compris qu'à partir du moment où une entreprise parle d'inclusion et de diversité, c'est qu'elle en pratique pas. C'est qu'elle a un problème avec ses valeurs. Parce que quand tu fais de l'inclusion et de la diversité, t'as pas besoin d'en faire la promotion. C'est visible et tout le monde le sait. Mais lorsque tu parles d'inclusion et de diversité, ben, c'est que quelque part, tu veux recruter des personnes notamment issues de l'immigration, qui sont diplômées, qui sont des ingénieurs, et sur lesquels tu as une souffrance sur ces postes-là. Mais une fois qu'elles intègrent ton entreprise, elles auront une mobilité qui sera très réduite, c'est-à-dire qu'elles n'auront pas droit à des promotions, elles vont rester à leur poste pendant des années. On peut débattre encore beaucoup sur ce point-là, mais on va quand même avancer et on reviendra dessus sur ce sujet-là. Et donc on parlait de ton père. Mais depuis, de ton père, mais à travers ton père, de tous ces immigrés de la première génération qui sont venus pour travailler et éventuellement repartir, mais depuis ils se sont installés et ont poursuivi leur vie ici, ont eu des enfants. Aujourd'hui, toi, tu prends la parole pour prendre le relais de leur silence.
Tu écris « Je suis mon père, mais dans une version qui ne se tait pas. Qu'est-ce que tu refuses de taire aujourd'hui ?» Ce qu'on refuse aujourd'hui, c'est le fait de ne pas pouvoir s'afficher, s'exprimer, évoluer dans la société tout en étant porteur de son identité. C'est ça qu'on ne t'est plus. Si je te donne un exemple, par exemple, aujourd'hui, si on t'invite à passer dans les médias, à la télé, d'accord, je prends les médias comme simple exemple, hein, mais on pourrait en trouver d'autres. Si par exemple, tu es un arabe, fier d'être arabe et qui plus est musulman, c'est pas possible. On refuse de montrer des personnes qui sont fières de leur identité, quelle qu'elle soit, en fait. Et ça, c'est un peu symptomatique de la société française, puisque ce qu'elle tolérait jusqu'à présent, c'était des Arabes qui acceptaient leur déclassement, qui acceptaient de jouer un second rôle dans la société. Tu l'as dit tout à l'heure avec nos pères, hein, des rôles de manœuvre, d'exécutants, etc., nos mères, des femmes au foyer ou des femmes de ménage, mais on n'acceptait pas des personnes qui prenaient le risque d'être porteurs avec une voix, avec un message, et qui étaient fiers de leur identité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible, c'est encore quelque chose que j'ai du mal à comprendre. C'est comme si la France voulait avoir affaire à un citoyen unique un peu. Tu sais, c'est un peu... Je pense que le concept de laïcité, alors que parfois on s'adresse même pas à des Arabes musulmans, hein, mais le concept de laïcité, il est mal défini et mal compris. C'est comme si les gens qui s'exprimaient un peu défenseurs de la laïcité voulaient gommer les différences. Et il faudrait qu'il y ait un citoyen français unique, avec les mêmes caractéristiques, le même persona, athée, je vais un peu loin dans l'exagération, mais athée, voilà, qui a une identité mais qui est assez lisse, etc. Et c'est difficile de dire que dans une société qui est cosmopolite, avec sa richesse culturelle et sociale, on ne veuille pas accepter les différences Alors, c'est intéressant sociales. ce que tu dis. Tu parles de laïcité. Tu sais, quand on parle de laïcité, on fait un lien avec la religion. Alors que moi, déjà, je parle même pas de laïcité. Je suis un être humain qui vit en France. Je suis français. Donc, je veux pas qu'on me voie comme, par défaut, ou en tout cas par automatisme, comme un musulman. Je veux qu'on me voie comme Jamel, Selmet. Oui. Voilà. En France, c'est ça. On a hérité aussi de ça. Dans ce que je raconte, c'est que on a hérité directement aussi de ce lien. C'est-à-dire que le stéréotype, il est complet. Même si la religion pour moi n'est pas un stéréotype, mais si tu veux, dans le stéréotype qu'on nous fait, c'est que on n'est pas, je suis désolé, mais on n'est pas éduqué, on n'a pas un niveau, on n'a pas de diplôme, on vit sur l'assistanat, on est musulman, etc., etc. C'est le gros package grossier que l'on se fait des arabo-musulmans en France. Et on va jamais chercher dans la finesse. On va jamais essayer de comprendre comment est découpée, structurée la communauté arabo-musulmane. Et en fait, on nous voit encore une fois comme un persona assez grossier qui répond à ce cahier des charges, quoi, si tu veux. Cette image que tu donnes du français d'origine maghrébine, on va parler plus clairement comme ça, qui a une double appartenance, même peut-être plusieurs appartenances, plus que deux. Est-ce que c'est pas une image qui est déformée par les médias et par les hommes politiques? Mais bien sûr. Et donc, parce que quand on vit dans un monde, quand on sort dans la société française et quand on va au travail, on sent pas toute cette déformation. Mais tu soulignes un vrai point. Est-ce que toi, dans un discours politique ou dans une émission de télé, tu as déjà vu la communauté arabo-musulmane valorisée? C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà perçu un documentaire, une émission qui, même de manière neutre, présentait les Arabes et les Arabes français comme des citoyens normaux? À chaque fois qu'on nous présente, on nous présente comme des stéréotypes, et des stéréotypes, souvent des stéréotypes dévalorisés. Et donc, il faut savoir que la société française,
elle va s'accaparer les codes de ce que lui transmet la télé pour nous percevoir. Et donc, la manière dont on est traité dans la société n'est ni plus ni moins le reflet de ce qu'on voit et on perçoit à la télé, tout simplement. Et le jour où effectivement les discours politiques et l'image qu'on aura dans les médias changera, je pense que la société sera un peu moins malade. Est-ce que toi, tu te positionnes comme un porte-parole de ceux qui ressentent la même chose que toi et qui n'osent pas parler? Je ne sais pas si je suis un porte-parole, mais à partir du moment où tu écris quelque chose, tu crées symboliquement un référentiel dans lequel les gens peuvent s'y retrouver et quelque part, quand tu prends ce risque d'écrire un ouvrage, tu deviens un porte-parole, même si tu l'as pas forcément voulu au moment où tu l'as écrit, parce que écrire c'est une médication en fait, hein. Et donc si c'est le cas, parce que je reçois des messages qui me disent merci, je me suis beaucoup retrouvé dans ce que tu écris, et je pense que je vais un peu plus m'engager, je vais avoir des actes plus citoyens, plus civiques, je vais aller voter, je vais m'inscrire sur les listes électorales, et tout ça, ça me touche forcément, puisque quelque part, j'ai réussi, même si c'était pas l'objectif de départ, mais j'ai réussi à intéresser des gens et à les ancrer dans un mouvement, en fait, dans un mouvement qui permet de s'engager et de changer leur destin. Tu dis dans ton livre, tu écris « Ce livre est un cri d'espoir qui tente d'expliquer du point de vue de celui qui ressent le rejet comment il se construit pour espérer trouver comment il se guérit ou à défaut comment il se combat. » Tu dis guérir ou à défaut combattre, c'est fort. Et est-ce que tu as le sentiment d'avoir guéri ou alors est-ce que tu es encore dans le combat? Alors la guérison avec le racisme, elle ne vient pas que de la personne qui se sent victime, mais de la personne qui rejette. Et donc c'est une double guérison qu'il faut opérer. C'est pour ça que c'est compliqué le racisme. Moi j'ai tenté d'expliquer comment les mécaniques du rejet se construisent chez l'individu dès l'enfance. Je fais d'ailleurs référence au film American History X, qui est un parfait exemple sur la construction de l'idée qu'on se fait de l'autre, hein, de l'étranger, ou aux États-Unis, alors du coup c'était une autre race et pas un étranger, mais la communauté afro-américaine, mais c'est les mêmes mécaniques, c'est-à-dire que c'est dès l'enfance que le rejet se construit. Quand on entend des discours à la télé, ou alors même on perçoit ses parents tenir des discours qui sont les mêmes que ceux exprimés par des chaînes racistes, l'enfant n'a aucune raison de remettre en question ces idées qui sont transmises par des figures paternelles, maternelles. Il a aucune raison de remettre en cause ce jugement et il va les intégrer naturellement. Et c'est ça le danger. Et donc, si on veut changer effectivement notre société et guérir du racisme, c'est un travail qui est lourd quand même. C'est un travail qui est lourd parce qu'on doit changer la manière dont tout le socle familial perçoit l'étranger, alors étranger, mais perçoit aussi les autres communautés qui sont des Français. C'est quelque chose de sociologiquement qui est quand même lourd, mais c'est pas impossible. C'est un travail qui va être démarré par notre communauté, parce que nous aussi on a commis des erreurs. Ça je l'explique dans mon livre. On a mal répondu aux injonctions d'intégration. On n'a pas été à la hauteur des enjeux au niveau de l'éducation. Quand tu dis mal répondu, donne-moi un exemple. Plutôt que de, je te disais tout à l'heure, plutôt que d'ignorer les injonctions, on aurait dû plutôt travailler pour avancer collégialement, c'est-à-dire qu'on aurait dû s'organiser, on aurait dû inviter des jeunes à s'engager dans la vie civique, s'inscrire sur les listes électorales. C'est un travail qui est pas fait. C'est un travail parfois qui est fait au niveau des quartiers, mais qui est pas fait à un niveau communautaire aujourd'hui. Mais si on parle d'un point de vue communautaire, on n'a pas été à la hauteur. C'est-à-dire que même je parle dans l'éducation, le suivi de l'éducation. Est-ce que t'as vu toi beaucoup, quand tu étais petit et jeune, tu as vu beaucoup de parents d'enfants d'immigrés participer à des conseils de classe, des réunions parents-prof, etc. Alors, moi, j'ai dû amener ma mère de force.
J'ai dû amener ma mère de force. Alors, décharge. Les parents de la première génération, ce sont des parents qui ne sont pas instruits, qui sont venus d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, sans instruction, sans bagage scolaire. Donc, difficile pour eux, donc avec un français non maîtrisé. Donc, c'est difficile pour eux de participer à un conseil de classe ou de participer à des rencontres parents-élèves. D'ailleurs, nous-mêmes, on n'avait pas cette possibilité en tant qu'enfant de faire venir nos parents parce que soit on avait honte, soit c'était pas possible. Mais tu vois, ça c'est moi, mes parents m'ont expliqué ça quand je les ai forcés à aller au conseil de classe, à la réunion parents-prof, etc. Mais j'avais perçu déjà à l'âge de 10 ans, 11 ans, que c'était problématique que tes parents ne viennent pas à des réunions de conseil parents-prof et que forcément dans l'esprit des professeurs, tu étais quelqu'un qui n'était pas suivi et que c'était pas important pour toi au niveau. Et j'avais déjà compris ça et j'avais forcé ma mère à assister aux réunions parents-prof et je peux te dire que ça a tout changé. Ça a changé parce que les professeurs ont eu une image qui s'est réorientée à mon sujet et je me souviens que ma mère avait dit exactement la même chose que toi. Elle avait dit je ne sais pas parler français, alors qu'en fait elle savait un petit peu, elle comprenait ce qu'on lui disait, parce que nous on lui parlait français, et elle se sentait pas à la hauteur du rendez-vous. Mais ça, encore une fois, elle a raison de le penser puisque c'est concret. Mais c'est encore une fois une pensée limitante, parce que une fois qu'elle a fait le déplacement, donc je te lis, une fois qu'elle a fait le déplacement, donc le professeur lui expliquait mes résultats, ce qu'il fallait que je fasse pour que je progresse, etc. Elle l'avait complètement assimilé. Et quand elle était revenue, elle m'a remercié de l'avoir emmenée. Et encore une fois, c'est pas normal que ce travail de prise de conscience, il vienne d'un enfant de 10 ans. Tu vois, c'est pas normal. Et je pense que, alors je blâme pas mes parents, moi j'aime mes parents, attention. Heureusement. Tu peux te dire, je pense que je vais assez prouver dans le livre. Mais je pense que, encore une fois, c'est une erreur que nos parents ont commise. Je les blâme pas, hein. Je sais qu'il y a des gens qui vont probablement m'écrire dans les commentaires, t'as pas honte de dire ça. Moi, j'aime mes parents, c'est la chose la plus précieuse que j'ai dans. Mais je pense encore une fois que ça fait partie de l'effort qu'on doit faire. C'est-à-dire que même si on comprend pas, il faut accompagner les enfants. Il faut accompagner les enfants parce que la présence elle-même suffit au professeur de dire ok, c'est pas n'importe qui, il comprend pas mais il a fait l'erreur de venir et pour lui son enfant et sa réussite sont hyper importants. Alors, on n'a pas peut-être le même âge tous les deux, mais en tout cas moi mes parents qui sont arrivés en France à l'âge de 30 ans sans bagage scolaire, je te promets ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressaient pas à la réussite de leurs enfants à l'école. Fort heureusement, en tout cas si je parle de mes parents, tous les enfants ont réussi. Mais par contre, sans participer à aucune on va dire, rencontre parents-élèves. Hein. Je pense qu'il faut que je précise quelque chose là-dessus. Ce que je pense, c'est pas que nos parents ne s'intéressaient pas à nous. Nos parents s'intéressaient à nous et à notre réussite. Sinon, ils n'auraient pas traversé la Méditerranée pour venir nous offrir un avenir. Donc, je pense que ils ont confié leurs enfants à l'éducation nationale en pensant que l'éducation nationale allait tout faire pour qu'on réussisse. Or, j'ai prouvé dans ce livre que ce n'était pas le cas. Et à partir du moment où tes parents, effectivement, commencent à voir que tu es en difficulté parce que tu ramènes des bulletins, t'as pas la moyenne, tu reçois des convocations, etc., etc. Et il y a une réaction qui doit s'opérer. Encore une fois, on va pas faire un retour vers le futur. On n'aurait peut-être pas mieux fait si on était à leur place, etc. C'est pas un blâme que je donne, mais je pense que l'erreur fondamentale qui a été commise pour des millions d'enfants d'immigrés, c'est le fait que leurs parents ont trop fait confiance au système scolaire, parce que c'est le système scolaire qui était gratuit, c'est le système scolaire qui était vertueux, qui promettait l'égalité des chances, etc. Or, j'ai prouvé que l'égalité des chances dans le système scolaire, elle n'existait pas. Ta réussite dépend de ton capital social et culturel, et malheureusement, le capital social et culturel de nos parents, c'était c'était des parents immigrés qui ne savaient ni lire ni écrire et qui étaient pauvres, soit au chômage, soit des ouvriers ou autres. Et donc, on partait avec un handicap. Et
Et en fait, je pense que ça n'a pas été maîtrisé. Encore une fois, je blâme pas les parents. Non. C'est ça le piège qu'on a. Toi et moi, on est la preuve qu'on peut réussir avec un bagage, comme tu dis, pauvre et sans instruction. Oui, mais l'exception ne C'est fait une pas. exception, je suis désolé. On n'est pas des exceptions, mais moi, par exemple, par rapport à mes frères et sœurs, je suis une exception. On est 7 enfants. Il y a pas beaucoup de mes frères et sœurs qui ont réussi à un niveau d'études comme je l'ai fait. Et je pense que le fait que je fasse partie de la fin de la meute, si je peux me permettre, ça a aidé. Et c'est avec l'observation, avec aussi voici l'aide de mes sœurs, etc., où j'ai pu peut-être éviter aussi les pièges. Mais ce que je veux dire, c'est effectivement, il y a beaucoup d'enfants d'immigrés qui ont atteint un certain niveau, tu as tout à fait raison, mais ces cas-là ne justifient pas que on a été laissé, on a été livré à nous-mêmes pendant des années dans un système scolaire et à la maison, personne n'a pu nous aider, est en capacité de nous aider. Donc, c'est très difficile. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile pour un enfant d'immigré dont les parents ne savent ni lire ni écrire, sans soutien scolaire, d'exceller et d'arriver et d'être au niveau de ce que les profs attendent. Et donc, un conseiller d'orientation qui te rencontre avec tous ces handicaps et qui, lui, a 2 voies, voie de garage ou voie d'excellence, il va te proposer la voie de garage parce que il pense qu'il te rend un grand service, en fait. Et c'est pour ça que je te parlais de biais conscients. Non, mais tu as raison. Moi, c'est ce qu'on m'a proposé. Moi, à la fin de ma 3e au collège, on m'a proposé un BEP, alors que je pouvais largement passer en seconde. Et donc, moi, heureusement, à l'époque, j'étais délégué de classe. J'ai défendu mes chances et ensuite j'ai poursuivi et j'ai eu la réussite que j'ai eue, peu importe. Mais effectivement, il y a eu ça. Aujourd'hui, tu parlais de nos parents, et moi je pense que nos parents n'ont pas fait d'erreur. Moi je le répète à nouveau, ils n'ont pas fait d'erreur, c'est juste qu'ils n'avaient pas la prise de conscience qu'il fallait accompagner leurs enfants, mais ils les accompagnaient à la maison, en les préservant de ce qu'ils pouvaient faire comme bêtises à l'extérieur de la maison. Par contre là, s'il doit y avoir une erreur, je dirais que ce sera les parents de la 2e génération. Je suis assez d'accord si les parents de la 2e génération ne suivent pas leurs enfants alors que eux sont instruits, là je dirais qu'il y a une erreur. Effectivement, tu as tout à fait raison. Et les parents de la 2e génération, eux, l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont abandonné l'espoir, le combat. Ils ont abandonné tout rêve de réussite parce que on leur a dit que les études, c'était pas pour eux. Trouver un travail, c'était pas pour eux. Et que dans un pays où on leur promettait le rêve français, américain, c'était pas pour eux. Ils ont pas transmis cet espoir à leurs propres enfants. Et donc, effectivement, on s'est retrouvé avec toute une génération d'enfants livrés à eux-mêmes, qui n'allaient pas à l'école et qui ont abandonné aussi, qui comprenaient pas ce qui leur arrivait. Effectivement. On peut encore en parler pendant des heures, bien sûr. Mais on va changer de sujet cette fois-ci. On va parler d'héritage et de reconstruction. Et tu disais tout à l'heure que dès le plus jeune âge, on nous inculque que notre double culture est un handicap. C'est ce que tu disais tout à l'heure, et quelque chose qu'on doit cacher. Est-ce que toi, aujourd'hui, dans ton quotidien, tu vis paisiblement et en harmonie cette double culture ? Tout à fait. Je vis ma double culture de manière apaisée, sereine. Il y a une exception, vraiment une exception. C'est quand j'allume la télé. Quand j'allume la télé, je ne sais plus quoi penser, mais pas pour moi-même, mais pour toutes les personnes qui me ressemblent. Ça dépend quelle chaîne tu mets. Ça dépend quelle chaîne tu mets, mais en réalité, tu peux allumer toutes les chaînes. France Info, ce que tu veux, Arte, à moins que tu te branches sur des chaînes de l'IPTV, YouTube ou ce que tu veux, des chaînes que tu as bien définies et qui ne sont pas sur la TNT, c'est très difficile. D'imaginer qu'on vit dans un pays où on peut être fier de sa double culture parce que, encore une fois, on est apaisé et tranquille jusqu'à ce qu'on nous dise
qu'il faut pas être apaisé. Alors ça, c'est le piège de la télé, c'est le piège des réseaux sociaux, notamment Twitter. Il y a eu une période, moi, j'étais très attaché pas attaché à Twitter, mais j'étais très connecté à Twitter. Et je voyais que des messages négatifs. Que des messages négatifs, et je me disais, mais c'est quoi cette société? Mais je te rassure, quand j'ai fermé mon compte Twitter, ben, j'étais tranquille, j'étais paisible et plus rien. Il n'y avait plus rien de négatif qui rentrait dans ma tête. Et j'avais plus ce sentiment d'être harcelé. Ouais. Et finalement, c'est vrai, parce que quand je sors, moi je fais du sport, et quand je vais en club avec mes amis, ben, je ressens rien. Tout va bien. Le problème, c'est que tu vois, toi, tu as fermé la porte pour préserver ta santé mentale et c'est parfait, c'est très bien. Par contre, le combat contre la haine, il continue. C'est-à-dire que pour combattre la haine, il faut l'apercevoir, il faut savoir quel est on va dire son réseau d'influence et comment tu peux combattre chaque acteur de ce réseau. Et pour ça, tu as besoin des réseaux, de la télé pour les identifier, pour intercepter les messages. C'est ce que je fais sur mes réseaux, hein. Tu le vois bien. Oui, tout à fait. Et le problème, c'est que si toi t'éteins, tu te préserves, mais tout le monde ne l'éteint pas. Et surtout, tous ces discours de haine alimentent une autre partie de la population qui ne sont pas des enfants d'immigrés, qui eux sont convaincus qu'on est méchants. Et donc, ils vont accepter plus facilement des lois qui sont des lois on va dire presque coercitives, hein, si tu veux, des lois qui sont restrictives. Ouais, exactement. Et on va perdre au change parce que pour prendre la mesure du danger, parfois il faut faire face au danger. Et donc c'est le choix que moi je fais, c'est-à-dire de prendre en pleine face tout ce mal. Oui, je suis d'accord. Ça n'empêche pas le fait de fermer, de ne pas allumer la télé, de fermer des comptes réseaux qui sont très nocifs. Ça n'empêche pas de se tenir au courant de ce qui se passe. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence que ce n'est qu'une partie de la société qui est déformée en plus. C'est ça qu'il faut vraiment bien. Et c'est pour ça que tu disais, mais comme prendre conscience que ça existe pour pouvoir agir. Ça, je le comprends tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais aussi mon podcast. J'agis parce que j'en avais ras-le-bol d'écouter toutes ces... Mais tu sais, par exemple, je te disais, par exemple, moi, pour ma fille, j'éteins la télé. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais la télé. Et donc, c'est une manière aussi de protéger son cercle, etc. Mais encore une fois, t'es obligé d'aller au combat quelque part. T'es obligé d'être observateur de ce qui se passe. Alors, je reviens quand même à la transmission, à cette vie, cette façon dont tu vis ta double culture. Tu dis que tu la vis paisiblement. Comment tu la vis au quotidien? Pour moi, t'as plusieurs périodes dans la vie d'un immigré. En tout cas, je vais décrire la mienne. C'est-à-dire que quand t'es jeune, t'es quasiment 100% français. Pourquoi? Parce que tu vas à l'école en France, t'es né en France, t'as des amis français, etc. Donc en fait, la culture arabo-musulmane, on va dire, elle est lointaine, elle est transmise par tes parents, mais c'est quelque chose qu'effectivement tu te promets de suivre un jour, ou je sais pas comment tu le vis, mais quand t'es petit et jeune, jusqu'à la vie de jeune adulte, c'est quelque chose qui est très loin encore. Et tu te dis, oui, je vais peut-être y accéder, ou il va se passer quelque chose. Mais quand t'es jeune, 2 ans, c'est une éternité, en fait. Donc, c'est le futur du futur. Donc, tu te poses pas ces questions. Et donc, tu vis comme un Français à 200%. Donc, t'écoutes du rap, machin, tu vas, etc. Et cette double culture, elle est un peu masquée. Enfin, la culture arabe, elle est un peu masquée. Et puis ensuite, à l'entrée de la vie de jeune adulte, tu commences à te poser des questions, tu commences à fréquenter des gens qui, eux, ont une culture plus forte, pas forte, etc. Il y a la religion qui arrive, avec plus d'intensité. Et donc là, c'est à ce moment-là où t'es tiraillé, et t'as un éveil de conscience, t'as un éveil qui te dit, mais qui suis-je, pourquoi, etc. Et en plus, t'as le rejet qui stimule un peu cette réorientation vers, si je suis rejeté, est-ce que l'autre culture ne peut pas me sauver, quelque part? Et puis, plus tu vieillis, et plus tu
tu as l'impression que tu as loupé quelque chose. En tout cas, c'est mon cas. Tu as l'impression que tu es passé à côté de quelque chose et tu essaies de rattraper du retard en t'appropriant cette culture que tu as gardée à distance pendant des années. Et donc ça, c'est hyper important. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive, cet éveil, et me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai tenu à distance cette culture alors qu'elle peut m'apporter tellement ? Et peut-être que c'est quelque chose qu'on a inconsciemment voulu pour paraître encore plus français, peut-être, ou alors c'est quelque chose qu'on a voulu garder à distance parce que on pensait à tort que ça nous aiderait pas en France, alors qu'en réalité, il n'y avait pas de raison. Donc je pense que aujourd'hui on rattrape, en tout cas c'est pour moi, hein, moi je rattrape tout ce retard, et c'est peut-être aussi pour ça que j'écris le livre, c'est peut-être aussi pour ça que je milite pour que les communautés elles s'organisent, etc. Parce qu'en fait il n'y avait pas de raison, en fait on aurait pu peut-être que c'est aussi un manque d'éducation culturelle, aussi un manque d'éducation. C'est peut-être des erreurs qu'on va pas reproduire avec nos enfants. Peut-être que moi, c'est sûr et certain que c'est pas des erreurs que je vais reproduire avec mes enfants. Si j'ai écrit ce livre, c'est pour que ma fille, elle puisse le lire quand elle sera en capacité, qu'elle comprenne, etc. Donc voilà, je pense que là, moi, par exemple, pour répondre à ta question, je suis à cette troisième étape, c'est-à-dire j'ai réapatrie cette culture pour en faire bon usage. Oui, je pense que c'est important parce que je pense qu'on peut être fier de ce que nos parents nous ont transmis et on doit porter fièrement cet héritage. C'est important. Bien sûr. Pour moi, cet héritage culturel n'est pas en opposition avec la culture française. Il n'y en a pas une qui efface l'autre, ça c'est clair. Bien sûr. Il faut qu'on puisse vivre ces deux-là. On est, comme tu disais, que en tant qu'enfant, on grandit français et je pense qu'on est un produit made in France. Bien sûr. On est né ici, on a grandi ici, on a été scolarisé ici, on y travaille. Donc on est un produit made in France. Et en même temps, on est un produit made in Tunisia ou made in Algérie ou made in Maroc. Bien sûr. Donc, et justement, là, tu dis, j'essaie de me raccrocher à cette origine, cette culture d'origine. Et est-ce que toi, tu essayes, justement, maintenant que tu essayes de te raccrocher, est-ce que tu as envie de te faire perdurer avec tes enfants et en espérant peut-être avec les générations futures, avec tes petits-enfants, cette culture? Est-ce que tu as envie de la préserver et de l'entretenir? Le problème que je ressens, c'est est-ce que j'ai la légitimité, en fait? Parce que j'ai une culture, mais je la sens pas forte comme celle de mes parents, tu vois. Je suis un peu un immigré perdu, un peu partout, etc. Façonné à ta façon. Donc ça c'est ce que je ressens un petit peu, mais ça va probablement se réparer. Oui. Mais oui, pour répondre à ta question, c'est quelque chose qui va être important parce que je pense que sans ces racines, on est quelque part un peu perdu. En fait, on est un peu perdu dans les limbes, tu vois. On sait pas qui on est, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à bien se positionner. Qu'on prend pas une bonne position dans la société et dans la vie. Donc pour moi, le secret, c'est de dire ok, je vais faire un travail introspectif de qui je suis, d'où je viens, qui est ma famille, pourquoi est-ce que mon père était ouvrier, pourquoi il est arrivé, quelle était son histoire, est-ce que je suis fier de ça, et qu'est-ce que je vais en faire. Et cette transmission, ce capital, une fois que tu as tous ces éléments-là, tu peux le retransmettre. D'accord. Et en fait, je pense que tes enfants, ils vont moins se poser de questions. Et ils auront moins de choses à réparer dans la vie, ils auront moins de trous à combler, et ils vont plutôt orienter leur énergie sur une marche en avant pour se construire. Mais par contre, nous, effectivement, on a été un peu les épouvantails de cette histoire, où il a fallu qu'on comprenne par nous-mêmes qui on était et où est-ce qu'on allait. Alors, tu disais que tu es père d'une fille pour qui tu souhaites un avenir où son identité ne sera plus un fardeau, mais une source de fierté. Tu écris, ce livre est né d'une promesse, celle de construire un avenir pour elle, pour qu'elle puisse marcher tête haute, où elle ne demandera jamais le respect qui lui est dû, un avenir où elle sera reconnue pour ce qu'elle est. Concrètement, comment tu vois la suite pour ta fille dans 10, 20 ou 30 ans? Elle va être incroyable. La vie que vont avoir nos enfants, elle va être incroyable. Pourquoi? Parce que on aura déjà préparé le terrain. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, nous, on le fait pour nos enfants. Donc 90% de l'effort qu'on est en train de produire aujourd'hui, c'est nos enfants qui vont en prendre le résultat, qui vont capitaliser dessus. C'est pour ça que le combat, il est dur. Le combat, il est dur
non pas parce que c'est la dureté de la charge, mais c'est parce que les résultats, c'est pas nous qui allons en bénéficier, mais plutôt nos enfants. C'est pour ça que c'est dur d'emmener des gens dans ce combat. Mais anyway, tu vois, on va quand même y aller. Et puis, tu m'as posé une question assez directe et je vais y répondre. Je pense que nos enfants, ils vont pas tomber dans les pièges dans lesquels nous sommes tombés. Ils tomberont pas dans les mêmes pièges que nous. Pourquoi ? Parce que on est instruit, on est intégré, on est capable de les emmener dans un niveau très élevé d'éducation et surtout, ils vont avoir une histoire avec laquelle on aura une histoire qu'on leur aura racontée qui sera pleine d'authenticité, de véracité, et il n'y aura pas de trous dans leur histoire, parce que nous, on les aura comblés. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que ça permet de combler tous les trous pour que nos enfants puissent dire « Ok, je sais d'où je viens, je sais d'où mon père vient, je sais d'où mon grand-père vient, pourquoi on est en France, pourquoi on avance. » Et en fait, c'est ça le travail du livre. C'est de dire... tracer le schéma pour ta fille. Voilà, c'est de dire « Ok, je donne un capital et je vais suivre mes enfants et je vais leur donner un avenir meilleur. » Et donc, on est dans la continuité de ce que mon père avait construit dans le livre. J'ai raconté dans le livre mon père, etc. Donc nous, on est dans la continuité. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on continue ce combat. Nous, on va le continuer différemment. C'est-à-dire qu'on va pas le continuer en disant « il me faut une sécurité sociale », etc. Nous, on va dire « il faut que nos enfants comprennent, avancent et ne tombent pas dans les pièges de cette injonction d'intégration. Il faut qu'ils avancent par eux-mêmes et qu'ils ne se posent aucune question. » On voit que chaque génération est une étape vers la reconnaissance. Ton père s'est tu, toi tu te rebelles, ta fille sera... Une combattante. ta fille sera reconnue. C'est ce que tu... Voilà, c'est le schéma que je vois ici. Ça. Voilà, on a ce schéma-là. Et néanmoins, est-ce qu'on peut pas, dès aujourd'hui, sans attendre une nouvelle génération, marcher la tête haute. On marche déjà et être fier de ce que nous sommes aujourd'hui. Bien sûr, on est déjà fier de ce qu'on est. Si tu allumes les réseaux aujourd'hui, tu vois beaucoup d'enfants d'immigrés qui, à visage découvert, ne portent même pas les mêmes combats que je suis en train de raconter là. C'est-à-dire que pour eux, quand ils m'écoutent, ils doivent se dire qu'est-ce qu'ils racontent, c'est d'un autre temps, etc. C'est vrai, ils sont probablement en train de se dire ça, mais en réalité, eux, ils ont déjà un pied dans l'avenir. C'est-à-dire que ils allument leur caméra, ok, ils combattent le racisme, mais sous une autre forme. Nous, on écrit, on passe du temps, on essaie de... Eux, c'est-à-dire qu'ils le combattent parfois avec l'ignorance. C'est-à-dire que pour eux, ils ont même plus à combattre le racisme parce qu'ils sont français et ils comprennent pas ce qu'on leur dit. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux même pas leur dire... écoutez, vous allez peut-être rentrer chez vous. Ils comprennent pas ce discours-là. Alors que nous, on avait encore un peu cette peur. Donc, la jeune génération, ils sont déjà fiers et ils ont déjà un combat qui est idéologique, qui est idéologique et qui est pas basé sur la peur, mais plutôt sur un combat honnête et encore une fois spirituel. Et en fait, ma question que je voulais poser, c'était est-ce qu'on peut se détacher du regard de l'autre pour avancer sans... Tout à l'heure, tu parlais de la télé, des réseaux sociaux, mais est-ce qu'on peut se détacher de ce regard ? Ben nous, on commence déjà à s'en détacher, et nos enfants, ils seront complètement... ils n'auront que faire du regard des autres, je pense. Tellement la distance avec l'immigration sera un peu éloignée. Mais pour nous, c'est encore difficile. Parce que pour nous, on a hérité encore de la peur du regard de l'autre, parce que nos parents nous ont systématiquement... demander de faire attention à ce qu'on faisait, notre comportement. Ils nous ont transmis aussi cette culture de la peur, voilà, et inconsciemment, je pense que c'est ancré dans notre ADN. Et c'est ça qu'on combat intérieurement, c'est de dire j'en ai rien à faire en fait, j'en ai rien à faire de ce que tu penses, de ce que tu dis. Donc, mais attention, ça a beaucoup changé parce que si tu regardes mes vidéos, moi j'interpelle des ministres de l'Intérieur dans mes vidéos. Je veux dire, c'était inimaginable pour nos parents, tu vois, c'est inimaginable. Donc, on est une génération, si tu veux, qui refusons le déclassement, qui refusons le jugement, qui refusons les stéréotypes. Et aujourd'hui, je pense que on est en train de construire quelque chose d'incroyable pour nos enfants. C'est vrai. Alors, ce livre a deux titres. Donc, il y a l'arabe français, il y a un sous-titre qui est le vertige du rejet. Donc, il parle du rejet. Il y a un rejet qui se construit progressivement, et on le voit dans les médias, dans les discours politiques.
tu dénonces la montée de l'islamophobie. Ouais. Il n'y a pas très longtemps, c'était un thème central dans les médias. Une montée de l'islamophobie qui est devenue une manière de légitimer le rejet de l'autre. Bien sûr. Voilà. Et tu affirmes que le communautarisme est une résultante de ce rejet et non pas un choix. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet ? Tout commence en 2004 quand le Rassemblement national, le Front national à l'époque, était en perte de vitesse et Jean-Marie Le Pen cherchait une nouvelle manière d'exprimer le racisme, puisque les Français ne cautionnent pas le racisme en tant que tel, le racisme ethnique, racial. Même s'ils le sont, une partie le sont, ils n'arrivent pas à le légitimer en eux dans un discours. Il fallait qu'ils trouvent une autre manière d'exercer le rejet et le racisme sans que les gens soient taxés de racisme. Et il a surfé sur un fait divers qui était les jeunes filles voilées de Créteil. De Creil, excuse-moi. De Creil, qui, elles, ont tenté, qui est allé au lycée pour étudier avec un foulard et se sont vus refuser l'entrée. Donc là, il y a eu effectivement les médias qui sont montés au créneau, etc. Et il a vu avec cet événement un tremplin pour légitimer le rejet de la communauté arabe. On ne parlait pas encore vraiment des musulmans, mais on parlait des arabes. Et l'islamophobie est devenue un emblème, un cheval de bataille pour les partis politiques racistes. Sous caution de laïcité, on va pouvoir rejeter ces communautés, mais avec une vertu plus noble. Oui. Défenseurs aussi, on devient défenseur de la cause nationale, la laïcité, ce qui protège un peu la République, nos constitutions, etc. Et donc tout ça, ça a été orchestré, mais de manière maladroite, puisqu'en fait la laïcité, elle tend à protéger justement ces jeunes filles. En fait, elle a été créée aussi écrite pour protéger ces jeunes filles. Mais voilà, donc et donc ça fait un appel d'air à toutes les personnes qui ressentaient aussi une volonté de changement dans le paysage politique, puisque l'extrême droite est vue comme une alternative, de dire là je vais plutôt partir à droite et à l'extrême droite et je vais adhérer au discours, mais pas parce que je suis raciste, parce que je protège mon pays. Voilà, je protège mon pays et je deviens un agent protecteur de ce pays, je deviens patriote dans l'âme parce que je suis un barrage à ce que les médias appellent l'islamisme communautaire, etc. Alors que les musulmans sont loin ne veulent pas d'une république islamique, sinon ils iraient vivre en Iran, tu vois. Non mais c'est vrai, oui, c'est vrai. Sinon ils iraient vivre ailleurs, ils vivraient pas en France. Donc par contre, effectivement, cette manœuvre, elle a payé. C'est un coup de génie quand même parce que elle a payé. Et aujourd'hui, le Front National passe de peut-être 8 ou 9% à l'époque à 30%. Voire 50%. Voire 50%. Voire 50%. Ces derniers temps, oui. Alors, ces derniers temps, le vocabulaire islamophobie fait débat. Ouais. Et tellement il fait débat que, en fait, les tenants de ce vocabulaire islamophobie, ils le défendent bec et ongle. Bec et ongle pour légitimer leur rejet, mais sans le dire. Ouais. Leur rejet de l'arabe, sans le dire. Alors, les défenseurs du terme islamophobie, donc c'est-à-dire ces pseudo-journalistes qui voudraient conserver le droit de critiquer l'islam, mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est critiquer les musulmans, parce que être islamophobe, ce n'est pas critiquer l'islam, mais c'est critiquer les musulmans, ce qui est interdit. Et à travers eux, les enfants d'immigrés. En fait, quand tu es islamophobe, tu critiques les musulmans, leur pratique de l'islam. Oui. Et donc, critiquer la pratique de l'islam par des individus, c'est être islamophobe et c'est être anti-musulman. Et ça, c'est interdit. Et donc, ils n'arrivent pas à comprendre que l'islamophobie, c'est un délit. D'accord ? C'est pas une opinion. Et ces mêmes journalistes voudraient quand même interdire la judéophobie, donc à juste titre, parce que la judéophobie, c'est aussi, pour moi, c'est aussi détester les juifs, et c'est interdit. Et en fait, l'islamophobie et la judéophobie doivent être
toutes les deux interdites au même titre. Mais ils arrivent à faire un deux poids deux mesures parce qu'ils arrivent à dire que la judéophobie c'est détester les juifs et donc c'est interdit. Et alors que ils ne rendent pas la même, on va dire la même considération à l'islamophobie, puisque l'islamophobie c'est plutôt pouvoir critiquer de manière blasphématoire l'islam. Oui, parce qu'ils font la différence de la judéophobie pour dire on critique un peuple et non pas la religion, alors qu'avec l'islamophobie on critique une religion et non pas le peuple musulman. Et c'est assez malin de leur part. Parce que pour moi je pense qu'ils utilisent l'islamophobie non pas pour critiquer l'islam, mais comme un bouclier pour les protéger, pour critiquer les enfants d'émigrés. Bien sûr, parce que si l'islamophobie devient un projet de loi, la lutte contre l'islamophobie devient un vrai projet de loi, ben, ils n'ont plus aucun moyen d'expression, ils n'ont plus de sujet, ils sont complètement à poil. Donc effectivement, vouloir conserver le droit de critiquer l'islam, c'est leur procurer le droit de critiquer les musulmans en France. Alors, moi, on a bientôt terminé notre podcast. Est-ce que j'ai déjà posé cette question-là, mais autrement, je vais la poser autrement. Est-ce que faudrait-il, pour que demain, on n'ait plus besoin de prouver notre francité? Qu'est-ce qu'on a? On a besoin de quoi? En réalité, on a besoin de rien. C'est vrai, hein? Ouais. On a besoin de rien parce que on n'a plus à prouver qu'on est français, déjà. Après, si ta question c'est comment rassurer, on n'a pas besoin de rassurer parce que plus on va essayer de démontrer et plus on va inquiéter les gens. C'est comme quand tu réponds trop bien à quelque chose, tu es toujours soupçonné de faire trop bien. Je pense que la résistance, elle ne se fait pas, le combat, il ne se fait pas par la dépense d'énergie que tu vas faire à essayer de prouver que tu es français. Ça y est, ça c'est derrière nous. On a perdu beaucoup trop de temps. Maintenant, ce qu'il faut, je pense, c'est assumer. En fait, il faut assumer. C'est-à-dire que si tu mènes un combat pour lutter contre le racisme, l'islamophobie, et que tout de suite, tu as des politiques, des associations, tout ce que tu veux, qui te définissent comme étant communautaire, bah en fait, tu l'assumes. Parce que pour d'autres groupes d'individus, être communautaire, c'est vertueux, mais dès qu'il s'agit des Arabes ou des musulmans, c'est communautariste. Okay. Et donc, je pense que il faut plutôt accepter, en fait, d'être critiqué. À partir du moment où tu existes dans l'espace public, tu formes un groupe d'opinion, un groupe, je vais pas dire de pression, mais un groupe qui pèse et qui compte dans l'espace public, bah, il faut accepter d'être défini, jusqu'à un certain point, bien sûr. Pas de manière diffamatoire, mais il faut accepter. Si on te dit, bah, vous êtes communautaire, ok, mais est-ce que c'est une mauvaise chose d'être communautaire? Est-ce que c'est mauvais de préférer sa sœur ou son frère? Est-ce que c'est mauvais de protéger ses enfants? Est-ce que c'est mauvais de vouloir faire en sorte qu'il y ait des lois qui nous protègent? Est-ce que c'est mauvais de combattre le racisme? Est-ce que c'est mauvais de vouloir que tes frères et tes sœurs puissent manger halal? Est-ce que c'est mauvais de nous protéger? Pas du tout. Donc il y a beaucoup de communautés qui arrivent à le faire et sont même aidées et encouragées. Donc je pense que il faut accepter en fait les définitions qu'on nous donne et ça va nous aider en fait à avancer. C'est clair, c'est clair. En tout cas, merci beaucoup Malik pour cet entretien. Je t'en prie, merci de m'avoir invité. Alors moi, je l'ai pas dit au début, mais c'est mon fils qui m'a fait. Je t'ai connu à travers mon fils, qui suit les réseaux sociaux, donc je remercie mon fils de m'avoir. Qui s'appelle comment, si Mehdi. 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 Dédicace à Mehdi, du coup. Voilà. Mehdi, je te salue, Mehdi. Alors Malik, on a parlé beaucoup de choses, de ton père, de ta fille, de ta vision de la France, de tes origines. Est-ce que si tu avais un message, si tu avais un dernier message à adresser à la France, que lui dirais-tu? Si j'avais un message à adresser à la France, est-ce que je peux regarder la caméra? Oui, bien sûr. Si j'avais un message à adresser à la France, je lui dirais qu'elle n'a pas besoin d'avoir peur de ses enfants. On est tous ses enfants et demain, on sera là et on sera des acteurs qui vont compter pour faire en sorte que la France soit un des plus beaux pays du monde, un pays où on accepte l'autre,
un pays où les différences ne sont plus des problèmes, mais sont des solutions. Et je suis optimiste par rapport à l'avenir de la France. Aujourd'hui, on vit une époque qui est effectivement tourmentée avec la montée du racisme, avec des ministres qui portent des discours haineux, mais il va y avoir un changement. Et je pense que les jeunes, ils l'ont prouvé ces derniers temps avec les manifestations antiracistes et d'autres manifestations. C'est eux l'avenir de la France. Et ensemble, on va construire un pays fabuleux et fantastique. Voilà. Merci Malik. Je t'en prie. À plus. Très enrichissant. Merci beaucoup.